Avoir des mentors, c'est obligatoire. Si vous n'avez pas de mentor, à un moment, vous allez taper votre tête sur le plafond de verre. Qu'est-ce qu'un autodidacte, selon moi? Déjà, si tu reprends mon parcours, tu vois que j'ai pris mes premiers jobs à 16 ans. J'ai bossé de manière chronique et récurrente à 18 ans, sans bac. J'ai pas été jusqu'au bac, j'ai arrêté en première. C'est quoi l'essentiel? Quand tu te lèves le matin, tu dois te demander quelle est la chose essentielle que tu vas faire aujourd'hui et qui va rendre le reste de ta journée simple et agréable. Mais il faut au moment se dire, est-ce que cette personne-là, elle est légitime dans le conseil qu'elle va me donner? C'est ça, la légitimité. La En fait, on n'a jamais voilà. peur parce qu'on est toujours parti de rien. Et pas une journée où je passe pas une heure planifiée à lire ou à me former ou à aller chercher de l'information supplémentaire ou à partir du moment où j'ai été au sport, où je me suis occupé de moi et j'ai passé un peu de temps avec les miens, je peux travailler des heures. Bienvenue sur Résonance Podcast. Pour ce premier épisode du podcast, donc le podcast Résonance, c'est vraiment un podcast où on aborde le développement personnel, l'entrepreneuriat, le bien-être et la spiritualité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Davy Bernard, qui est présent avec nous. Donc leader, autodidacte, visionnaire, mais surtout un homme profondément engagé dans le bien-être de ses collaborateurs et de sa communauté, parti de zéro et ayant monté plusieurs entreprises dans différents domaines et qui prouve que tout est possible en se donnant les moyens. Donc il va nous partager son expérience, son parcours, ses challenges et des conseils pour nous permettre de comprendre que tout est possible et que nous sommes illimités. Bonjour Davy. Bonjour, bonjour. Alors, merci d'être là, vraiment, parce que c'est le premier épisode du podcast et c'est vrai que voilà, ça a pris du temps à voir le jour. Aujourd'hui, voilà, j'ai fait une petite liste de ce qui peut un petit peu représenter ton parcours, mais on aurait aimé aussi, puisqu'on sait que généralement, l'homme d'aujourd'hui a été formé par la jeunesse, par les expériences de la jeunesse. Donc, j'aurais aimé savoir un petit peu qui était le Davy plus jeune et quels ont été les challenges qu'il a pu traverser et qui l'ont mené à devenir la personne d'aujourd'hui. Alors, beaucoup de choses. Déjà, un grand merci pour me faire cet honneur pour ta première. Comme tu le sais, Fadi, je suis plutôt d'origine modeste. Je ne suis pas du tout issu d'une famille d'entrepreneurs, ni de notables, si on peut s'exprimer ainsi. J'ai plutôt commencé à travailler jeune. À 16 ans, j'ai eu mes premiers jobs pour plein de raisons. Sans doute des raisons alimentaires et puis également des raisons qui sont plutôt des raisons, on va dire, mentales, de mindset, de se dire ok, on pèse plus sur le budget d'un foyer et on travaille pour soi et on s'assume et on va chercher la liberté. Et la liberté, c'est ce que j'ai cherché tout au long de ma carrière. Concernant mon expérience liée à cette enfance, puisque tu faisais le lien, je pense que ce sont des expériences de jeunesse, de vie et de début de carrière qui rendent les professionnels qui l'ont vécu plutôt résilients, plutôt focus sur le travail, la positivité et toutes les choses qui mènent toujours plus loin, à mon sens. Ok. Et du coup, pour revenir sur la positivité, est-ce que tu as toujours eu cet état d'esprit positif? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a été inculqué pendant ta jeunesse? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as développé au fur et à mesure de ton parcours, des expériences de vie que tu as pu avoir? Alors, il y a effectivement deux sujets. Le premier, c'est celui de partir de zéro. Quand on commence à bosser à 16 ans, et puis ensuite on prend des emplois plutôt sérieux à 18 ans, 19 ans, 20 ans, on part de la base, de zéro. Et c'est ce qui rend nos parcours sans crainte, sans peur et sans filet. En fait, on n'a jamais peur parce qu'on est toujours parti de rien et de zéro et de la base. Et ce développement de carrière sans filet
avec un démarrage à zéro nous rend absolument indestructible mentalement, en fait. C'est ça la réalité. Ok, donc oui, c'est intéressant de voir que en se disant que on est parti de zéro, on a tout construit nous-mêmes, en fait, ça lève un petit peu des peurs et voilà. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a donné le courage de te lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que bon, j'ai vu que tu as eu des expériences d'environ 11 ans en tant que salarié dans le domaine du carburant, enfin tout ce qui est voilà. Si c'est bien ça, il me semble. Et du coup, comment en fait tu t'es dit, voilà, j'ai fait quand même un certain nombre d'années en tant que salarié, là je me lance. Alors, pour répondre à ta question, d'abord, je vais juste revoir le parcours et j'ai effectivement travaillé pendant une dizaine ou une douzaine d'années avant d'entreprendre. Pareil, autodidacte dans tous les domaines dans lesquels j'ai été. J'ai effectivement bossé pendant 11 ans pour une grande boîte de distribution de boissons. J'ai eu une super expérience, des formateurs, des mentors. Et j'ai beaucoup, au cours de ces expériences, observé les dirigeants de ces sociétés. Et là aussi, on pourra peut-être parler plus tard de cet aspect visualisation et enthousiasme quand on voit des bons dirigeants, des leaders qui sont inspirants. Et en fait, ce qui m'a poussé à développer ma carrière finalement par moi-même et sur le plan entrepreneurial, c'est ce fameux plafond de verre de salarié. Il y a peu de boîtes aujourd'hui, il en existe, hein, et il y a peu de boîtes aujourd'hui dans lesquelles, si on ne prend pas les devants, et si on ne prend pas un peu soit des parts d'actionnaires ou bien carrément quitter le poste sur lequel on est, il y a peu de structures qui permettent de briser les plafonds de verre et d'aller plus loin que ce que proposait un emploi salarié basique. Donc, après avoir été formé par ce grand groupe, j'ai d'abord, par conviction et par envie de rendre aux gens qui m'ont formé le fruit de leur travail, j'ai d'abord réclamé un poste de cadre que je n'ai pas eu, pour des raisons qui sont plutôt des raisons d'ordre social. Et j'ai décidé de quitter cette boîte et de monter ma première société. Effectivement, c'est vrai que c'est vrai que dans le salariat, on peut se retrouver au bout d'un moment bloqué dans nos aspirations. On a peut-être envie de plus et c'est vrai que ça, selon les entreprises, on peut avoir ce plafond de verre qui peut, au bout d'un moment, on va dire, intervenir sur notre parcours et voilà. C'est vrai que de mon côté, je remarque aussi que alors, est-ce que c'est le plafond de verre seulement, mais c'est aussi l'envie de liberté, de se dire que je suis mon propre patron, je fais les choses selon mes règles aussi un petit peu. Est-ce qu'il y a eu un peu de ça également? Pas forcément une liberté fondamentale ou une envie de liberté fondamentale. C'est pas forcément ça le sujet. Parce que j'étais commercial dans cette boîte et j'avais déjà, même en étant salarié, pas mal de liberté. Mais c'est vraiment à un moment utiliser les compétences qu'on a acquises tout au long d'une carrière et surtout en tant qu'autodidacte. Quand on est autodidacte, on est vraiment en général très à l'affût de l'apprentissage et très à l'écoute de tout ce qui peut nous aider au quotidien. C'est vraiment cet aspect, oui, maintenant mon génie, si je puis m'exprimer ainsi, il faut qu'il soit au service d'une équipe. Et puis, on peut développer une structure avec des choses qu'on a apprises au cours d'une carrière. Donc, c'était vraiment ça, dire, ouais, j'ai aujourd'hui des compétences et j'aimerais les mettre au service d'une structure, d'une équipe ou d'une direction en tant que salarié, en tant que cadre. Et quand on n'y arrive pas, il faut y aller, il faut créer sa structure soi-même et puis partir sur de nouveaux horizons. Exactement, c'est vrai, c'est un beau message. Du coup, tu parles d'autodidacte. J'aurais aimé en savoir plus justement. Quand tu dis autodidacte, c'est le fait de. J'ai vu dans ton parcours que tu n'as pas forcément fait de longues études, mais que du coup, voilà, tu t'es lancé dans le salariat et tu as poussé les portes et voilà. Mais dis-nous-en un peu plus par rapport à cette notion d'autodidacte et comment tu vois les choses par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'un autodidacte selon moi? Déjà, si tu reprends mon parcours, tu vois que j'ai pris mes premiers jobs à 16 ans.
J'ai bossé de manière chronique et récurrente à 18 ans, sans bac. Je n'ai pas été jusqu'au bac, j'ai arrêté en première à l'école. J'ai bossé immédiatement. Et donc, en fait, un autodidacte, ce n'est pas celui qui va simplement bosser tôt et qui fait son boulot et qui rentre chez lui. C'est quelqu'un qui prend le temps d'apprendre de toutes ses expériences et qui, en les multipliant et avec audace, frappe aux portes et puis va de plus en plus loin. On parle d'un parcours dans une entreprise de 10-11 ans. Dans ce parcours, je peux te confirmer que j'ai commencé par quasiment nettoyer le dépôt. Et finalement, de fil en aiguille, avec audace, on pousse, et puis on prend sa place. Et on prend sa place, et la qualité la plus puissante d'un autodidacte, ça va être celle du silence, de l'observation et de l'apprentissage en permanence. Aller chercher tout ce qu'on peut apprendre. Et un autodidacte, c'est aussi quelqu'un qui, après réflexion et dans le temps, va se diplômer pendant sa carrière. Il ne s'agit pas de mettre complètement de côté les connaissances dites scolaires. Souvent, un autodidacte, il fait le job, et puis à un moment, quand il a besoin, il passe des diplômes, et de fil en aiguille, prend des qualifications qui lui permettent de développer un empire si, dans un moment précis, il développe une vie entrepreneuriale. Et je te rejoins parce que je pense qu'on se développe toujours, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fini d'apprendre et justement, l'entrepreneur, tu me diras si tu me rejoins là-dessus, mais je pense qu'un entrepreneur qui a envie, qui veut réussir, ou en tout cas qui est visionnaire, se doit de se former tout le temps, se doit de rester, comment on dire en anglais, teachable, ou un apprenti éternel, pour pouvoir dépasser après certains paliers. Puisque sinon, si on ne cherche pas à s'améliorer dans nos process, voir ce qui ne fonctionne pas, en fait, on ne peut pas évoluer, selon moi en tout cas. Est-ce que tu valides en tout cas? Ah oui, je valide complètement. Alors, ça va même plus loin que ça. On sait pertinemment qu'une connaissance n'est jamais acquise. Autrement dit, une connaissance que tu ne pratiques pas, et on le voit avec ce qu'on apprend à l'école, par exemple, et pour accompagner et coacher pas mal de gens, une connaissance que tu ne pratiques pas disparaît finalement, ou en tout cas, elle se dilue dans, c'est normal, la volumétrie d'informations, surtout aujourd'hui avec le monde moderne qu'on a au quotidien. Par conséquent, le simple fait de se former ou de se reformer, ou de lire, et d'ailleurs c'est un des secrets, on y viendra peut-être tout à l'heure, une des clés de l'entrepreneuriat qui se développe avec force et vigueur, c'est cette notion de coaching. Tous les performeurs sont coachés. Le coaching, c'est l'accompagnement et cette notion également de formation et de temps pour soi. Je ne connais pas un leader qui a développé des choses de manière exponentielle qui n'a pas du temps pour se former, qui n'a pas du temps dans son planning pour faire de la lecture, qui n'a pas du temps dans son planning pour aller en formation, qui n'a pas du temps pour aller dans des congrès, aller chercher de l'information et aller toujours chercher des choses qui nous permettent de grandir au quotidien. Oui, totalement. Et c'est vrai que du coup, par rapport au fait de se former, de rester toujours à l'affût des informations, peut-être, est-ce que enfin même pas que le fait de se former, mais comment vois-tu les choses par rapport au tutorat, d'avoir un mentor peut-être par rapport à des personnes qui auraient voulu justement passer un cap supérieur? Parce que du coup, se former, c'est bien, mais parfois, on n'a peut-être pas les clés soi-même pour pouvoir passer à un niveau supérieur dans son business, dans son mindset, dans différentes choses. Est-ce que toi, tu as été mentoré dans ton parcours, différente que tu n'as pas sur le moment? Alors, avoir des mentors, c'est obligatoire. Si vous n'avez pas de mentor, à un moment, vous allez taper votre tête sur le plafond de verre. Et après, il y a différents types de mentors. Il y a les mentors actifs, qui sont des mentors que l'on voit au quotidien. Donc, par exemple, des coachs, des patrons à certains moments, des chefs de service, des homologues. Je vois ici, on a développé un réseau immobilier puissant sur le territoire de la Martinique. Je me suis appuyé sur les expériences de personnes qu'on peut considérer comme des mentors, qui sont mes équivalents dans d'autres régions. Et il y a également les mentors passifs,
qui sont des personnes qu'on peut regarder de près ou de loin, qu'on a sur des podcasts YouTube, par exemple, qu'on voit sur les réseaux sociaux, des personnes qui sont des mentors plus de l'ordre de l'inspiration. Quoi qu'il arrive, sans mentor et sans coach, sans accompagnement, les leaders sont toujours confrontés à un plafond de verre. C'est bien vrai, et je pense aussi que si on veut passer à un cap supérieur, au bout d'un moment, il faut savoir demander à des personnes qui ont déjà réalisé en fait ces choses-là, ou bien si on n'a pas forcément les personnes autour de soi. Aujourd'hui, comme tu dis, sur YouTube, on peut trouver des podcasts avec des témoignages de chefs d'entreprise, ou pas forcément que dans l'entrepreneuriat, hein, peu importe le domaine, de gens inspirants qui ont réalisé des choses peut-être qu'on a envie de faire et qui peuvent nous aider. Je pense aussi que le réseau qu'on a autour de soi est très important, enfin les personnes qu'on a autour de soi sont très importantes pour nous permettre parfois aussi de nous lancer ou bien d'avancer sur notre parcours. Est-ce que toi, tu as été confronté à peut-être ces difficultés de ne pas être bien entouré ou pas? Est-ce que tu as toujours fonctionné, enfin, comment tu as fonctionné? Est-ce que tu étais seul? Est-ce que tu avais des gens autour de toi qui avaient cette vision et qui t'ont montré un petit peu que c'est possible? Parce que généralement en anglais, on dit your network is your net worth. Donc en gros, si tu as un bon réseau, en gros, c'est ta valeur, ça va te permettre d'avancer, etc. Du coup, dis-moi ce que tu en penses. Alors, tu as complètement raison. Il y a plusieurs aspects. D'abord, il y a le sujet des personnes de notre entourage. Et je vais prendre ton propos par défaut en te disant une chose simple, c'est que la pierre angulaire de la réussite tourne autour de l'humain. Et dans l'humain, il y a les autres, il y a l'entourage. Et à partir du moment où on a des standards de vie élevés, on a des personnes autour de nous qui ont les mêmes standards de vie. Et je ne parle pas forcément de vie matérielle, hein, je ne parle pas forcément d'argent, mais je parle juste d'état d'esprit. Ok, c'est quoi tes standards et qui tu as autour de toi? Quand tu as des personnes qui autour de toi ont des objectifs élevés, forcément, tu vas avoir à un moment ou à un autre cette influence qui va te permettre de développer un état d'esprit de personnes qui a des standards élevés. Et c'est valable dans les deux sens. Il faut éviter les personnes toxiques, et je l'ai parfois vécu. Hein. On peut parfois s'associer avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément bien. On a été là, on a été motivé sur un sujet, on s'associe sur une affaire, et finalement on a un associé qui n'a pas les mêmes standards, qui n'a pas le même fonctionnement, et qui devient toxique et qui tire tes affaires et ta vie entrepreneuriale vers le bas. Et ben, c'est pareil dans son quotidien, c'est pareil dans sa vie sociale, c'est pareil dans sa vie privée. Et j'ai envie de dire, il faut être en accord avec ses ambitions, et puis il faut fréquenter des personnes qui vous tirent vers le haut. On est bien d'accord avec ça et je te rejoins totalement. Pour moi, parfois on a un entourage qui nous encourage pas qui nous pousse pas vers nos rêves, qui au contraire va nous freiner. Des fois c'est la famille, des fois c'est notre cercle proche, et c'est d'autant plus compliqué d'arriver à se dire je me détache de ces personnes pour aller vers ce que je veux. Et il y a aussi le fait que parfois on prend aussi conseil sur des personnes qui n'ont pas atteint les objectifs qu'on veut atteindre, mais qui donnent leur avis. Et souvent, ils nous projettent des peurs, des limitations, leurs propres limitations sur nous. Et il y a beaucoup de gens qui ne se lancent pas, leur projet, ou qui n'osent pas aller vers la vie de leurs rêves par rapport à ça. Ok, écoute, en tout cas, voilà, on a pu bien débattre sur ce sujet. Et ce que je peux rajouter là-dessus, si tu me permets, ces personnes fonctionnent un peu comme des journalistes. Et les journalistes, ils passent leur temps à commenter des choses que les autres font. Tu vois? Oui. Et il est là le sujet. Est-ce qu'ils l'ont fait à un moment? Exactement. Voilà, c'est tout simplement. Totalement. Et c'est vrai que parfois, on a tendance à prendre des conseils de personnes qui n'ont pas réalisé ce qu'on veut. Mais il faut un moment se dire, est-ce que cette personne-là, elle est légitime dans le conseil qu'elle va me donner? C'est ça, la légitimité. La légitimité, voilà. Et c'est de là qu'il faut absolument avoir un mentor et
une personne qui est un peu ta ligne de mire et qui va t'accompagner dans l'explosion des plafonds de verre que tu vas trouver sur ton chemin. Tout à fait. Et du coup, alors, je vois que tu as quand même un état d'esprit assez porté développement personnel, bienveillance aussi. Quels ont été, on va dire, les piliers de ton état d'esprit ou bien les valeurs qui ont, on va dire, qui t'ont aidé à réussir, qui te poussent, qui te drive au quotidien? Alors, pour répondre à cette question, je vais te partager quelques expériences. Quand tu commences à entreprendre, souvent, et surtout quand tu es autodidacte, tu n'as pas fait des études de management, en tout cas à ce moment-là, j'en avais pas fait, tu connais ta force de travail, et donc en fait, tu vas te charger, te surcharger, et ça va marcher. Tu vois, tu vas développer ta première affaire et tu vas tout faire. Et puis vient le moment où tu en prends une deuxième, et tu vas commencer à devoir t'appuyer sur des personnes qui sont avec toi dans ton quotidien et qui vont avec toi devenir des leaders. La première leçon que je tire de ma vie entrepreneuriale, c'est de prendre le temps d'être à l'écoute des personnes avec qui on travaille, d'être patient, ce qui n'était pas ma première qualité et qui n'est toujours pas une de mes qualités premières. J'ai appris la patience. En tout cas, je suis beaucoup moins impatient qu'au début. Et ce qui est certain, c'est que avec de l'humilité et de l'écoute, on peut tout faire avec des équipes. Parce qu'en fait, tout le monde a des compétences. Et que ça n'est pas en faisant les choses et en réalisant les choses seul, avec un seul cerveau, qu'on réussit. La réussite, c'est quelque chose quand on développe des affaires, c'est quelque chose c'est un travail d'équipe. Et donc, pour ça, il faut avoir un minimum d'humilité, prendre le temps de l'écoute, de l'analyse et savoir déléguer et se reposer sur les autres. C'est important et tu as dit un mot très, très pertinent, c'est déléguer, savoir déléguer. Parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui parfois ne passent pas un cap parce qu'ils ont peur de déléguer certaines tâches. Ils ont besoin d'avoir le contrôle un petit peu sur tout. Sur ça, je te rejoins totalement. Et je voulais également revenir sur un point que tu as donné, le fait d'accorder beaucoup d'importance à l'humain dans l'entreprise. Parce qu'on voit beaucoup de chefs d'entreprise qui sont vraiment très portés, on va dire, plus sur les résultats et un peu moins sur l'humain. Et pourtant, on sait que si l'humain, on va dire, c'est l'humain qui fait les résultats. Donc, pour que l'humain soit productif, il faut aussi qu'il se sente bien mentalement et dans ses conditions de travail. Qu'est-ce que toi, tu mets en place au quotidien pour peut-être... qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en gros, tu arrives à driver tes équipes? Qu'est-ce que tu mets en place au quotidien dans ton entreprise ou tes entreprises qui on va dire, motive les gens à vouloir travailler avec toi et se sentent bien en fait à travailler dans ton entreprise? Je crois que le premier facteur et le premier élément, c'est la valorisation. Comme je te le disais il y a quelques instants, je pense qu'on a tous des qualités et que bien souvent, notamment dans les systèmes scolaires qu'on connaît, on est issu de systèmes scolaires français, on appuie un peu sur les challenges des gens et sur les difficultés des gens et on essaye de travailler dessus plutôt que de travailler sur les qualités et les qualités intrinsèques des uns et des autres. Le premier sujet pour moi, c'est dans une équipe, d'arriver à générer une espèce d'équipe complète en additionnant des qualités et en s'appuyant sur les qualités des uns et des autres. Et ces qualités, il faut les valoriser. Et bien souvent, la valorisation n'est pas forcément financière. D'ailleurs, dans 80% des cas, les gens ne commencent pas par vouloir être valorisés par des revenus importants. Ils veulent être valorisés par le travail qu'ils font, le remerciement, la mise en valeur.
et puis des attentions au quotidien. Donc je pense que c'est vraiment la clé, et la clé essentielle, d'écouter, d'observer les autres, faire passer une idée, oui, mais pas à tout prix. Prendre le temps et puis montrer aux collaborateurs, plutôt que de leur, par l'action, en les laissant agir, plutôt que d'imposer les choses. Ah, je te rejoins totalement. Un salarié, une personne qui va se sentir écoutée, qui va avoir sa place de pouvoir, on va dire, s'exprimer, exprimer son potentiel aussi dans l'entreprise, va avoir plus envie de rester, plutôt, enfin, va vraiment avoir envie de rester dans l'entreprise. C'est vrai que la plupart des gens recherchent du sens dans leur travail maintenant aujourd'hui. Si on doit faire un choix entre un salaire, un gros salaire, mais que derrière, on va dire que les conditions de travail, le fait d'être respecté, d'être valorisé au travail n'est pas là, on constate que les gens ont tendance à préférer partir malgré les revenus confortables. Donc je te rejoins parfaitement là-dessus. Mais du coup, alors, une question très importante, pour revenir sur ce qu'on a dit, le fait d'être à l'écoute de ses collaborateurs, ça demande beaucoup d'énergie. Tu as quand même de nombreuses entreprises, je crois que tu évolues dans le domaine de l'immobilier, dans la location de véhicules, tu accompagnes des entrepreneurs et tu as aussi donc, des stations-service. Ouais, j'ai quelques exploitations commerciales également. Voilà, et donc après, voilà, je n'ai pas tous les tenants et aboutissants, mais comment on arrive à jongler entre cette casquette donc multi-entrepreneuriale et en même temps de rester quelqu'un d'ouvert et on va dire, disponible pour ses salariés, pour ses collaborateurs et sa communauté au quotidien. C'est pas quelque chose qui est facile à faire. Comment tu arrives à gérer ça ? Alors, on en a un peu parlé tout à l'heure. Il faut savoir déléguer. C'est pas simple tous les jours, mais j'aime à répéter un peu ce qu'on entend chez certains grands leaders et grands speakers qui parlent d'entrepreneuriat avec brio. Un entrepreneur à haut niveau ou à moyen niveau, peu importe, c'est pas quelqu'un qui court partout et qui court les rendez-vous. C'est quelqu'un qui a du temps. Et le premier temps que l'entrepreneur doit avoir, et la première bonne habitude, c'est celle également dont on a parlé tout à l'heure, celle d'avoir du temps pour soi. Du temps pour soi pour se former, pour suivre des mentors, pour être coaché, du temps pour soi pour des activités physiques, du temps pour soi pour la famille, les enfants. Parce qu'on a appris à déléguer, et également parce qu'on a appris, et surtout d'ailleurs parce qu'on a appris à identifier l'essentiel. C'est quoi l'essentiel ? Quand tu te lèves le matin, tu dois te demander quelle est la chose essentielle que tu vas faire aujourd'hui et qui va rendre le reste de ta journée simple et agréable. Pour un profil comme le mien aujourd'hui, avec cette volumétrie d'affaires, eh bien l'essentiel pour moi, eh bien, c'est d'accompagner les leaders de chacune de mes structures. Voilà. Et l'essentiel de mon travail réside dans cet accompagnement, ce coaching, ce suivi, finalement ce mentoring que je propose à mes équipes et qui permet à chacun de ces managers et de ces leaders sur les structures d'être en place et de faire le job d'abord pour eux, et pour qu'ils soient heureux sur le poste de travail. Et puis, une personne heureuse sur son poste de travail, elle porte du résultat. Clairement. Ah oui, c'est vraiment intéressant de voir que pour pouvoir, on va dire, moi je dirais ça, hein, pour résumer, pour pouvoir recevoir, il faut savoir donner. Donc en fait, en s'investissant dans l'humain qui est présent dans l'entreprise, en lui donnant, on va dire, un petit peu de pouvoir sur ses tâches, lui permettant de gérer son poste, d'être bien dans son poste, ça te permet aussi de te déléguer du temps et du coup de pouvoir gérer un petit peu toutes ces entreprises. Donc oui, effectivement, c'est important de le mentionner. Et donc on revient toujours au bien-être, on revient toujours à cette notion de développement personnel. Et moi, je voulais savoir, qu'est-ce qui te permet de garder aujourd'hui, dans ta vie personnelle et professionnelle, un équilibre
est-ce que tu mets en place des routines, des choses qui sont vraiment, on va dire, indispensables pour toi, pour, on va dire, avoir cette soupape comment dire, une soupape pour te sentir bien? Tu veux connaître mon secret? C'est très simple. Quand je fais un planning, la première chose que je planifie, c'est mes séances de sport le matin et mes moments pour moi. Et dans le reste de mon planning, je travaille, hein, j'ai des heures, j'ai des journées qui sont complètes, je place mes rendez-vous, mes tâches quotidiennes, etc. L'essentiel doit être dans la gestion du planning. Et oui, ma routine quotidienne est planifiée avant tout. Je suis au sport tous les matins à 5 heures depuis des années. Et rares sont les matins où j'y vais pas. Il y a de la randonnée, du running le week-end. Il y a beaucoup de déplacements, des déplacements professionnels dans lesquels je casse mes journées et je profite toujours avec une volumétrie de travail un peu moins importante. Et puis je chill, comme on dit. Sur un séjour professionnel à Paris, je vais bosser un peu moins longtemps que ce que je peux faire ici, et puis je vais profiter pour déambuler, voir mes amis, et je fais à chacun de mes séjours. Voilà, donc en fait, la priorité absolue de la gestion du planning, c'est mettre les choses pour soi. Et c'est tellement important, et je te rejoins vraiment. Et il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui négligent le côté de bien-être personnel, c'est-à-dire faire du sport. Moi, j'ai tendance à dire aux personnes autour de moi qui sont dans l'entrepreneuriat, on n'a qu'un seul corps et du coup, il faut en prendre soin. C'est comme une voiture. Si on n'en prend pas soin, comment veux-tu qu'elle tienne tout au long de ton parcours? C'est-à-dire que tu peux avoir les entreprises les plus florissantes, mais si derrière, tu n'as pas la santé, que tu ne prends pas soin de toi, tu peux avoir les millions que tu veux sur le compte. Au final, ça ne va pas tenir la route. Donc, du coup, c'est vraiment important de se dire, et c'est compliqué pour l'entrepreneur parfois d'arriver à se dire, là, stop, je prends du temps pour moi, ce temps-là, c'est pour moi. Donc, et c'est vraiment puissant de voir que il faut d'abord penser à soi dans son planning et après aux entreprises, et pas l'inverse. Et c'est souvent l'erreur de l'entrepreneur, c'est qu'on se dit, il faut absolument que je fasse telle tâche, telle tâche, telle tâche, et on en oublie son bien-être. Et parfois, ça mène à des maladies, ça mène à beaucoup de choses, du stress, de l'anxiété. Et chez l'entrepreneur, c'est pas évident, puisqu'on sait que ça demande beaucoup de travail personnel, on compte pas ses heures, on n'est pas comme c'est pas un salarié qui commence à 8 heures et qui finit à 17 heures. Là, il y a une réalité de l'entrepreneuriat, mais il faut aussi arriver à démystifier cette idée de l'entrepreneur qui doit se lever à 4 heures du matin pour se mettre à fond sur ses tâches et complètement délaisser sa vie personnelle au niveau de son couple, de ses enfants, de sa santé. Donc, ouais. Et du coup, quelles sont tes routines? Donc, tu m'as dit le sport. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses que tu fais qui te permettent en fait de te sentir bien? Il me semble que tu m'as parlé de la lecture. Oui, tout à fait. J'ai des moments de lecture planifiés dans ma journée. En général, sur les premières heures de la journée, je me lève, je prends un peu de temps pour moi, je me prépare pour aller au sport. Et puis très vite après j'enchaîne. Il n'y a pas une journée où je ne passe pas 1 heure planifiée à lire ou à me former ou à aller chercher de l'information supplémentaire ou à chercher un nouveau projet. Et puis, bien entendu, le temps avec les siens, c'est important. À partir du moment où j'ai été au sport, où je me suis occupé de moi et j'ai passé un peu de temps avec les miens, je peux travailler des heures. J'ai déjà réglé la partie qui me concerne. Et c'est ça l'essentiel. Il faut protéger son énergie. Protéger son énergie, c'est aussi s'alimenter correctement, dormir correctement. Ça, c'est l'énergie, ce qu'on appelle plutôt l'énergie physique. On a évoqué pas mal de sujets. Et il y a aussi une énergie dont on parle pas ou peu, ou une forme d'énergie dont on parle pas ou peu, mais c'est cette forme d'énergie spirituelle que moi je transpose dans l'entrepreneuriat investi.
on n'entreprend pas sur un territoire, et là je vais aborder la question de la motivation, comme le nôtre, sur des territoires comme les nôtres, puisque je suis aux Antilles et en Guyane également, sans motivation profonde. Parce que si on n'a pas de motivation profonde, à un moment, on perd les pédales, on ne sait plus pourquoi on fait les choses. Et puis, si on se raccroche qu'à des résultats financiers, il n'y a rien de très éclatant là-dedans, quoi. Et donc, en fait, c'est ça, c'est cette motivation profonde. Pourquoi on est là, pourquoi on le fait, pourquoi est-ce que quand on arrive à un certain niveau de revenu et qu'on n'a plus forcément besoin de travailler, on continue à faire les choses, à investir. Eh bien, c'est tout simplement parce que l'économie est importante. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Et que je pense que nos territoires aujourd'hui doivent briller par les talents qui y sont. Et si à un moment, j'ai pu, en développement des affaires avec les gens, accompagner quelqu'un ou développer une structure qui a permis à des talents de se révéler, eh ben, j'en suis le plus heureux. Et c'est ça qui va nourrir notamment mon énergie spirituelle. C'est très important, l'énergie spirituelle. On va y revenir un petit peu après, mais du coup, je vais rebondir sur un truc que tu as dit. C'est vrai qu'on est dans une conjoncture en Martinique bien particulière. C'est vrai qu'on a aussi en ce moment, on va dire, des événements qui impactent aussi les entreprises. Qu'est-ce que tu dis? Enfin, on sent un petit peu un climat un petit peu de défiance, ou on va dire qu'il y a un petit frein posé un petit peu sur les entreprises en termes de budget, d'investissement, etc. Bon, ce qui est compréhensible. Mais du coup, selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait, si on avait quelque chose à mettre en place dans les entreprises, ou qu'est-ce qui fait qu'on peut quand même rester serein ou continuer d'avancer en étant positif dans la vision de l'entreprise, malgré, on va dire, soit un territoire, enfin un contexte anxiogène. Un contexte anxiogène, mais aussi la réalité du territoire ultramarin. Écoute, ça veut dire qu'on a du travail, et c'est ça la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place, et partir d'un point, somme toute, moyen et anxiogène, ça nous laisse toute l'éventualité de continuer à progresser. Ce que je pense, c'est qu'un leader qui dure dans le temps, c'est un leader qui s'adapte. Et s'il faut s'adapter à une situation, on sait faire, et on se concentre sur le quotidien, les actions, comment on va faire ce qu'on ne peut plus faire. On a vécu ça avec le Covid-19. Hein. C'est clair. Covid-19 a été la plus grosse période de remise en question de ma carrière d'entrepreneur. Alors, sur la partie de la visualisation, que je classerai plutôt dans le développement personnel, je peux te confirmer par un exemple très simple que je vais te donner, ou un passage de ma vie, que la visualisation est vraiment un axe de développement fort. J'ai pendant longtemps, et je vais utiliser des mots précis, lorsque je bossais pour cette grande boîte de distribution, observé mon patron avec, à des moments précis, quand on était l'un en face de l'autre, qu'on était à son bureau, il était là sur sa chaise en cuir, ce qui pour moi était quelque chose juste d'extraordinaire. Un truc simple, hein, une chaise de bureau de chef d'entreprise basique, avec envie, mais tu sais, pas avec cette envie jalouse, avec cette envie en me disant, mais putain, qu'est-ce que j'aimerais être à sa place, le mec il est là, il est performant, il est puissant, tu vois qu'il est debout derrière ce qu'il dit, il tient ses engagements. Et j'ai beaucoup observé ce mec-là, et je me disais, je vais m'asseoir à ce siège un jour. Je vais m'asseoir à ce siège un jour. Eh bien, si je peux me permettre, quelques années après avoir développé quelques affaires, on crée une société avec des associés, et je recrute un de mes anciens patrons. Waouh. Et je suis assis dans ce siège en face de lui, et il est en face de moi. Donc tout ça pour te dire que, et je me retrouve même parfois à avoir des mimiques de ce fameux boss là que je regardais en face de moi quand j'avais 20 ans. Sur ma chaise, à toucher ma tête comme lui, et ça me fait penser à lui. C'est marrant. C'est un mentor. C'est un mentor, tu te visualises en lui. C'est un mentor peut-être passif, parce qu'il ne savait pas que je l'observais à ce point. Sur la partie spirituelle, je vais être très succinct
la spiritualité dans ma vie entrepreneuriale, c'est ne jamais chercher à gagner absolument. Et finalement, tu te rends compte que quand tu partages des affaires avec les gens, tu crées un réseau. Tu ne le fais pas pour ça, mais tu crées un réseau de personnes de confiance et tu es au centre d'un truc vertueux qui devient puissant en matière d'entrepreneuriat pour toi et puis pour toutes les personnes que tu as embarquées avec toi. C'est ça la spiritualité, en tout cas, dans mon entrepreneuriat. Selon ta vision, effectivement. Selon ma vision. Mais je pense que la spiritualité, c'est aussi chacun a sa propre définition. Donc, et c'est là où c'est puissant, c'est que chacun a son univers, voit les choses à sa façon. Et pourtant, c'est une vérité pour lui. Et je pense que c'est important de l'accueillir et de se dire que sa vision est aussi plausible que celle de la personne à côté. Tout à fait. Et donc, pour terminer, puisque voilà, l'interview se finit, si tu devais recommencer de zéro ton parcours, qu'est-ce que tu aurais amélioré? Qu'est-ce que tu aurais changé? Alors, pas que j'ai pas été vite, mais s'il y a une chose sur laquelle je peux témoigner, c'est qu'en fait, peu importe ce qu'on fait, il faut s'appuyer sur des modèles. Il me semble que c'est une discussion qu'on a déjà eue. Ce que j'explique souvent aux personnes qui lancent des affaires, c'est que dans tous les domaines, et on a un niveau avancé de l'humanité, dans tous les modèles, il existe des modèles. Dans tous les domaines, il existe des modèles. Et donc, en fait, à certains moments, j'ai voulu être créatif, j'ai voulu aller plus vite que la musique, faire les choses par moi-même, sans m'appuyer sur l'existant, sans m'appuyer sur ce que les autres ont déjà fait. Un peu à l'image de cette expédition de l'Himalaya qui a duré plusieurs dizaines d'années. Ça, c'était la première. Et puis la deuxième, elle dure quelques mois ou 1 an et demi, quelque chose comme ça. J'ai plus l'histoire exacte en tête. Qu'est-ce que la deuxième expédition a fait? Elle s'est appuyée sur l'expérience de la première. Donc, si je devais recommencer mon parcours entrepreneurial et changer une chose ou faire évoluer une chose, c'est m'appuyer plus souvent sur des modèles et une fois que mon truc est installé, faire preuve de créativité et pas l'inverse. Ok. Eh bien, écoute, c'est très intéressant. Et puis, écoute, je te remercie en tout cas d'avoir accepté de jouer le jeu pour ce podcast, ce premier podcast, cette première interview. Merci beaucoup parce que tu nous as partagé beaucoup de clés, beaucoup de messages inspirants. Et j'espère que tout un chacun, vous avez pu soit apprendre des choses, avoir un déclic ou en tout cas avoir pu être inspiré par le parcours, les challenges de Davy dans l'entrepreneuriat ou même dans sa vie au quotidien. Donc, je vous remercie pour le visionnage. N'hésitez pas à liker, à partager ce podcast si ça peut aider quelqu'un. En tout cas, voilà, c'est le but, c'est de se développer, d'avoir des déclics, de grandir, on va dire, à travers des témoignages et des messages inspirants qui nous font comprendre que tout est possible si on se donne les moyens et qu'on est illimité. Merci.